Dans la continuité du talk de Julien Dubois tout à l'heure, où il a vanté GitHub Action, on va inviter Antoine Méozone sur scène qui va aborder. Alors, je suis en train de chercher Antoine. Voilà, le temps qu'il arrive, Antoine qui travaille chez Sphère Lille. Hop, Le bonjour. voilà. Salut Antoine, ça va? Ça va? Très bien. Je vais te laisser la main. Est-ce que tu arrives à partager ton écran? Alors, tac, tac, tac. Que je me trompe pas d'onglet. Ça m'a l'air pas mal. Allez, à tout à l'heure. Bonne conf à tous. Merci. Merci Manu. Ok. Donc, alors que je ne perds pas mes onglets. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous en avez déjà, ce serait un peu tôt. C'est parti. Ok, bah bonjour à tous. Bienvenue donc à ce talk sur GitHub Action. Donc l'idée c'est de découvrir GitHub Action, voir ses avantages et inconvénients, ses petits défauts et ses gros avantages. Alors je vais commencer par me présenter. Donc Antoine Méozone, je suis cloud architecte chez Sphère. Donc, on a une boîte de prestations installée un peu partout en France et au Luxembourg. Donc pour mon petit historique, je suis développeur back Java. J'ai toujours eu un pied dans l'Ops et donc naturellement je suis passé au DevOps et avec la vague cloud, j'ai mis le pied dedans également. Je suis plutôt spécialisé GCP pour l'instant, mais bon, je suis pas sectaire. Je me suis toujours beaucoup amusé à automatiser des choses. J'aime pas faire deux fois la même chose et donc naturellement j'ai utilisé, j'ai pas mal d'expérience en fait sur la CI/CD. Pour refaire un petit historique de mon parcours sur les outils de CI/CD, donc c'est pas exhaustif, hein, j'ai pas, on parlait de Azure DevOps juste précédemment. C'est pas l'objet de mon talk, c'est pas de faire une comparaison sur tous les outils, mais c'est pour vous refaire un peu mon historique, hein. Donc j'avais commencé donc déjà il y a 10 ans en fait hein, à faire du Hudson. Puis évidemment on est passé sur Jenkins que j'ai pas mal pratiqué. J'ai joué un peu avec Travis CI en course. J'ai vu un peu du Circle CI également. Donc le Jenkins, ouais, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait vraiment pas mal. Donc plutôt en consommateur. J'ai jamais contribué sur des plugins Jenkins, mais on va en parler. J'ai fait beaucoup de GitLab CI et depuis 1 an et demi, là, je fais pas mal de GitHub Action. Et du coup, j'ai eu l'occasion de contribuer un peu sur les GitHub Action. Avant de commencer ma présentation en fait sur GitHub Action, je voulais refaire un petit comment dire, une petite historique, l'évolution des pipelines tels que moi je l'ai vécu. Donc, je serais intéressé de savoir si vous aussi vous l'avez perçu comme ça. Pour pouvoir amener en fait expliquer comment GitHub Action à mon avis, va faciliter, enfin facilite le travail des devs et des DevOps. Et il y a aussi, c'est pour comprendre l'expérience actuelle que les développeurs ont avec la CI/CD, même si les pipelines, c'est un travail de DevOps. On se retrouve, enfin, je me suis souvent retrouvé en tant que DevOps en fait dans la situation où on voit des développeurs en fait qui voudraient amener des choses dans le pipeline et qui se retrouvent devant des trucs assez abscons. Et donc, on s'est toujours retrouvé un peu bloqué. Et je trouve qu'avec GitHub Action, en fait, ça facilite un peu les choses. Voilà. Alors, en premier lieu, évidemment, Jenkins. C'était vraiment le premier outil qui a introduit l'intégration continue. Donc ça, c'était cool, en fait.
On a automatisé donc le build. Ça renaît les tests unitaires automatiquement. Je sais pas, tout le monde s'en souvient de ce formulaire. Enfin, ça existe toujours d'ailleurs, avec le build Maven 2, Maven 3. Et donc, c'était cool. Première étape, en fait, on avait notre projet, ça build, ça déploie sur Nexus. Donc, on ne déployait pas encore automatiquement, mais on avait déjà toute une partie de ce qu'on a fait, hein. Alors, moi, j'ai connu les scripts Ant. Donc, Jenkins, c'était déjà une belle évolution. Mais du coup, une fois qu'on avait notre artefact disponible sur Nexus, on voulait passer à l'étape suivante et on voulait déployer. Et du coup, est arrivée en fait une grosse évolution chez Jenkins, c'est les plugins. Et alors ça, c'était cool. Alors je vais donner quelques exemples de plugins, hein, c'est pas du tout exhaustif. Donc pour déployer automatiquement sur notre environnement de dev. Donc on a commencé à avoir des formulaires avec on build, en dessous on rajoute un petit plugin, on va faire du rundeck, du Ansible, on va déployer notre application automatiquement. Donc on a commencé à faire des trucs assez simples, hein, la dev, et vérifier, enfin le truc c'est qu'après ensuite on voulait rajouter un peu de conditions derrière. Parce que on veut parfois des équipes veulent déployer en dev, d'autres veulent déployer en QA seulement si on arrive sur master. Après on veut mettre vraiment un blocage si les reports sonar, en fait le rapport sonar est pas OK. Et donc ça commence à être un peu compliqué avec des formulaires. En plus, quand il faut commencer, en fait, on commence à avoir 10, 20, 30 jobs en fait pour comment dire, remettre en fait une configuration ISO sur d'autres jobs. En fait, ça commençait à devenir un peu galère. Alors du coup, on a fait le pipeline as code. Alors ça, pareil, c'était hyper pratique. On va écrire vraiment notre pipeline. Maintenant, tout le monde fait ça, hein. Jenkins avec le Jenkins file, hein, donc on a eu d'abord les Jenkins file Groovy, après c'était j'ai oublié le terme, du déclaratif. Après souvent on a eu du YAML en fait pour Circle, Travis, hein, pareil c'est pas exhaustif, hein, c'est un peu ce que moi j'ai vécu. Et là on a commencé à pouvoir mettre vraiment des conditions complexes, hein. D'ailleurs je sais pas si des gens ont vécu ça, hein, enfin moi j'ai beaucoup vécu avec Jenkins, avec la syntaxe qui n'était pas évidente. C'était de faire 20, 30 commits en fait avant de réussir à faire ce qu'on voulait exactement faire avec notre pipeline. Là-dessus, on a rajouté un petit peu de shell parce que des fois, en fait, on a envie. Alors, j'ai cherché script grep expression régulière, hein, pour vous donner un exemple, et je pense que vous avez retrouvé ce genre de script dans des pipelines, des trucs un peu habitables. En plus, là, il fait que 4 lignes. J'en ai vu des scripts shell, hein, qui en font 10, 20, 30. Donc, on commence à mettre ça dans des librairies. Euh, et, euh, et d'ailleurs, je vous mets au défi de trouver, de savoir ce qui va se passer en fait à la fin de ce script shell. Donc ouais, du coup, on rajoute du shell pour parser du texte, extraire un commit, pour avoir une branche, comment dire, l'URLiser pour pouvoir la mettre dans notre déploiement. On va mettre du JQ, du regex, du curl. Et alors, quand notre développeur débarque là-dessus, en fait, parce qu'il a un bug, il regarde ça, il fait « Ok, je comprends rien à ton truc. » Du coup, je vais appeler mon DevOps préféré, hein, ce sera plus simple, hein, parce que là, je ne comprends pas. Et donc, on commençait à avoir des pipelines de plus en plus complexes, hein, et puis des fois, on fait un petit fixe, hein, et donc on se retrouve à devoir le répliquer sur 10, 20, 30 pipelines. Du coup, ça commençait à être galère, parce qu'on a mis du shell dans notre pipeline, on l'a un peu partout. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait include. On va mettre ça dans une librairie. On va mettre ça dans une librairie, on va mettre tout notre pipeline. Et puis du coup, en fait, on peut répliquer ça beaucoup plus facilement.
Bon, néanmoins, on commence aussi à avoir des petits problèmes avec notre include. C'est que bah, des fois, on se retrouve avec 10 projets qui utilisent notre pipeline et on doit commencer à mettre des conditions true, false en fonction de chaque projet. Est-ce que tu déploies en QA, non? Ou est-ce que tu as un script Sonar? Est-ce que tu fais des tests d'intégration? Et ça commençait à être un peu difficile à gérer. Et on a commencé aussi à avoir d'autres problèmes, en fait, c'est que en partageant les runners, notamment sur Jenkins, on commence à mélanger des versions de JDK. Alors, on a vécu, hein, je passe ma version JDK 8 à la nouvelle version, hein, pour les moments où j'ai vécu ça. Et paf, j'ai mon ancien projet en fait qui commence à se planter parce qu'en fait il y a un petit fixe sur mon JDK 8 que j'utilisais et ça fonctionne plus. Du coup, on s'est dit, bah, ce qu'il nous faudrait, c'est de l'isolation. Et donc, on va faire tourner nos jobs dans des conteneurs Docker. Du coup, là, on commence à avoir plus d'indépendance entre nos pipelines. On a des images Docker, hein, toutes les images Docker qu'il nous faut pour faire nos pipelines, c'est vraiment pratique. Alors, donc on a un seul outil à la fois. Alors, par exemple, en fait, quand on commence à faire du Terraform, mais qu'on a besoin de gcloud, et ah mais on a besoin de Vault aussi, et curl, et GQ. Là, on se dit, bon, on va commencer à faire des images Docker avec tous les outils. Hein. Si vous avez vécu ça, vous me mettez un petit message dans le chat. Hein. Donc, on fait des grosses images Docker et puis bah, il faut commencer à mettre à jour Terraform. On va mettre à jour Vault. Il y a une mise à jour de gcloud et on commence à avoir une matrice d'images Docker qui commence à être un peu vraiment complexe. Hein. Et donc à la fin, nos développeurs, bah, dans leur projet, ils se retrouvent avec ça. Ils ont un include euh, avec le pipeline complexe et ils veulent rajouter un petit élément là-dedans. On dit ah oui mais attends donc il faut aller sur ce repo là en fait. Donc le développeur il va là-dedans, il regarde et puis là il trouve du script shell, des images Docker mais qui sont encore référencées ailleurs. Et souvent notre développeur en fait bah, il s'arrête ici en fait. Il dit bon bah tant pis, je vais attendre que mon DevOps me fasse ma petite évol mais c'est vraiment habitable. Et là-dessus arrive GitHub Action. Donc GitHub Action, en fait, c'est l'outil de CI/CD par GitHub. Hop là, je vois que je suis déjà un peu en retard. Alors, voilà, sur GitHub Actions, c'était, comment dire, ils sont arrivés assez tardivement, enfin c'est mon avis, hein, je travaille pas pour GitHub, hein, je travaille ni pour Microsoft ni pour GitHub, donc c'est vraiment du Rex. Hein. Ils sont arrivés assez tardivement par rapport à l'hégémonie qu'ils ont sur l'hébergement de code. Ils sont arrivés assez tardivement sur la CI/CD. Et en même temps, en fait, bah, des fois, ça permet d'arriver et comment dire, de récupérer tous les problèmes enfin, de connaître tous les problèmes que ses concurrents ont eu et bah, d'éviter de les reproduire. Et des fois, c'est plus simple, hein, même si on arrive un peu en retard. Ça peut être parfois plus simple de reprendre toutes les bonnes idées et de les inclure dans son produit. Un petit historique, alors mes dates ne sont pas forcément exactes, hein, encore une fois, je ne travaille pas pour GitHub. Ça a commencé donc GitHub, donc, avant d'être acheté, en fait, on démarrait en 2017-2018. Initialement, en fait, ça s'écrivait en HCL, donc le HashiCorp Configuration Language. Je me disais, en fait, les mecs de HashiCorp devaient être hyper heureux d'avoir enfin quelqu'un qui utilisait le HCL, mais finalement, mi-2018, Microsoft rachète GitHub, et finalement, GitHub Action est passé au YAML. Et donc, GitHub Action est devenu disponible de façon générale fin 2019.
Ok, comment ça fonctionne? Donc, je vais vous expliquer rapidement, alors, sans faire le tour hein, de GitHub Action, mais comment ça fonctionne GitHub Action. C'est quoi un peu ses particularités? Un truc à savoir, c'est que dans GitHub Action, chaque pipeline que vous avez démarré démarre dans une VM fraîche. C'est un peu comme un conteneur, mais c'est une VM. Et ensuite, chaque step va par défaut s'exécuter dans la VM, mais vous pouvez également l'exécuter dans une image de cœur. Donc c'est plutôt original, en fait, on revient, enfin, un ancien concept hein, de runner. D'ailleurs, petit détail, vous pouvez avoir vos runners on-premise si vous avez besoin de sécurité, par exemple, particulier. Je pense que c'est un concept qui est possible uniquement sur le cloud, parce que gérer ça on-premise, ça me paraît vraiment complexe. Mais on va voir un peu plus tard vraiment les avantages. Alors, au niveau de l'organisation, alors c'est un détail. Enfin, ça peut être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je la replace, celle-là. Au lieu d'avoir un fichier à la racine de votre projet qui contient tout votre pipeline, en fait, avec plein de conditions, là, vous allez avoir donc vos pipelines dans un répertoire .github/workflows. Et là-dedans, vous pouvez avoir un pipeline par fichier. Alors, c'est tout bête, mais ça permet d'écrire différents pipelines facilement dans des fichiers séparés. Et quand vous voulez répliquer un pipeline sur un autre projet, bah, vous prenez votre fichier, vous le déplacez de l'autre côté. Et donc au lieu d'avoir un gros fichier avec plein de comment dire de conditions pour que ça matche tous vos besoins. Donc votre fichier, qu'est-ce qu'il contient? Il va commencer par l'event. Donc ça commence vraiment par ça, hein, par le on 2 points. Et là vous avez un ou une liste d'events qui contient votre, enfin qui va triggerer votre pipeline. Puisque généralement, alors ça c'est vraiment un premier élément super intéressant avec GitHub Action, parce que habituellement, ce qui déclenche un pipeline, ce sera un commit. Dans tous les outils de CI/CD, en fait, c'est ça, hein, c'est un commit en fait qui va initialiser votre pipeline, et ensuite on va mettre des conditions pour dire bah, si jamais tu as committé dans tel répertoire, bah, je vais faire telle action, ou si c'est sur telle branche, je vais faire telle action. Ici, c'est différent. On va, c'est vraiment le premier élément, le premier point d'entrée de votre pipeline. Donc là, c'est un exemple simple. Hein. On va triggerer donc notre pipeline quand on fait un push ou quand il y a un push sur une pull request. Mais on peut faire des choses beaucoup plus poussées. Alors, on peut faire des conditions. Par exemple, le premier, ça va être un push sur la branche main, simple. Ou alors, si vous avez un push sur une pull request dont la branche commence par fit. Donc forcément, l'idée, c'est pas de mettre ce genre de code directement dans un pipeline, puisque là, les events sont vraiment différents. Mais on peut avoir un truc vraiment très fin. Par exemple, on peut avoir comment dire, quand on va rajouter un commentaire sur une issue. Et donc là, on va déclencher un pipeline sur cet événement. Et le dernier, c'est quand on va créer une release. Et donc, vous avez, alors je ne sais plus combien, il y en a 30 ou 40 événements différents, c'est vraiment énorme. Et ensuite, sur chaque élément, vous pouvez aller vraiment détailler quel élément précis vous voulez matcher. Donc, c'est vraiment un élément super important et c'est une force en fait du fait que GitHub et GitHub Action soient vraiment cul et chemise. Hein, vous pouvez déclencher des pipelines sur n'importe quel event de votre repo. Et ensuite, on va avoir notre pipeline. Hein. Donc c'est le mot-clé jobs, et derrière vous avez le nom de votre pipeline. Donc vous pouvez en indiquer un ou plusieurs. Donc il y a beaucoup d'options disponibles à chaque étape. Quand vous en mettez plusieurs, ils vont démarrer en parallèle. Alors quelques exemples. Hein. Je vais pas être exhaustif, mais vous pouvez mettre des conditions sur le démarrage. Alors soit de votre job complet, soit à chaque étape. Vous avez quelques conditions. Alors d'ailleurs, je trouve que sur les conditions, bon, par exemple,
vous avez le contains ici comme exemple. D'ailleurs, j'en fais pas de slide particulier, mais vous avez un objet GitHub qui contient toutes les informations de votre pipeline. Et donc, vous pouvez aller chercher vraiment beaucoup d'informations sur le contexte de votre pipeline pour mettre des conditions ou pour injecter, enfin, utiliser le nom de la branche pour faire une action. Donc, vous avez vraiment un contexte qui est passé dans votre pipeline. Donc, vous pouvez donc mettre des conditions, mettre des variables d'environnement. Vous pouvez faire une matrice, c'est-à-dire que vous allez prendre une matrice, par exemple ici, une matrice de version de Node, 6, 8, 10, et GitHub Action va démarrer en parallèle 3 pipelines avec votre pipeline qui va s'exécuter avec les différents Node. Donc, ça peut être très pratique pour tester différentes versions. Donc, c'est des fonctions classiques, hein, on retrouve ça sur les autres outils de pipeline. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais plutôt aller sur les steps. Les steps, c'est donc vraiment l'endroit où on va commencer à faire notre job. Hein. Donc là, on a un exemple simple. Ça va être du shell. Hein. On va faire du shell directement. Et là, on va faire un hello cloud nord qu'on met dans un fichier. Donc ça va être présent dans notre workspace directement. Vraiment simple, simple, basique. Vous pouvez également démarrer ça dans un conteneur Docker. Donc je vais prendre un conteneur Docker si vous avez un outil particulier. Automatiquement, votre workspace va être monté dans le conteneur Docker. Et là, vous pouvez aller chercher une CLI particulière et faire votre job. Donc ça, pareil, c'est vraiment, vraiment classique, pardon. Classique, pour faire un peu schnorr. Ou vous pouvez utiliser une GitHub Action. Alors, qu'est-ce que c'est une GitHub Action? Donc, il s'agit de déléguer une étape d'un pipeline à une GitHub Action. Et c'est là que GitHub Actions devient vraiment, vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qu'une GitHub Action? Une GitHub Action, c'est une action unitaire avec des entrées-sorties, généralement avec de la documentation, idéalement avec un petit exemple en fait de comment on va intégrer cette GitHub Action dans notre pipeline, qui est vraiment conçu pour interagir facilement avec Git et avec l'API de GitHub. Alors, comment on fait référence à une GitHub Action? Alors, j'ai cédé aux sirènes du Sketchnote, hein. Je n'ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-unes. Merci Horatio et Aurélie pour leurs infos. On va faire uses, 2 points. Donc la première action qui correspond au owner du repo, / et le nom du repo. Vous pouvez mettre un @ alors, si vous ne mettez rien, ça fonctionne. Par défaut, ça va aller chercher la branche par défaut, donc la branche main ou la branche master. Mais vous pouvez mettre un @ pour spécifier donc une branche spécifique, un tag, ou vous pouvez mettre un commit ID. On va voir un peu plus loin l'intérêt que ça a d'utiliser un commit ID. Alors, GitHub fournit de base plein de GitHub Actions. Donc, je vais vous en lister quelques-unes, je ne vais pas m'attarder dessus, mais juste pour donner un aperçu de ce qui existe. Donc vous avez checkout avec pas mal d'options. Vous avez donc du cache. Vous avez un linter en fait qui va faire ça pour pas mal de langages. Et on va voir un peu aussi les actions setup. On va voir comment ça fonctionne. Vous avez plein de setup pour installer tous les outils dont vous avez besoin, hein, donc du Node, du Go, du Java évidemment. Et donc en cherchant un peu, en fait, il y a même du COBOL, ça existe. Donc n'hésitez pas en fait à faire un petit clic et mettre un petit like sur son projet. Je pense que ce sera assez drôle. Je pense qu'il va se poser des questions. Tout le monde va se dire le COBOL revient. Comment fonctionne Setup? Alors, vous avez votre pipeline qui va faire référence donc à Actions Setup Java, qui va donc appeler la GitHub Action
la GitHub Action qui va s'occuper d'installer, de télécharger, d'installer, de configurer le SDK sur votre VM. C'est-à-dire que si vous avez besoin de Terraform, de Java et d'autres outils, bah, il suffit en fait d'enchaîner toutes vos étapes les unes derrière les autres et vous vous retrouvez avec tous les outils installés sur votre VM. Et du coup, pas besoin en fait justement d'avoir des images Docker un peu alambiquées. Ça va réinstaller ça à chaque fois. Et c'est effectivement assez pratique. Et effectivement, on retrouve en fait vraiment tous les outils dont vous avez besoin. Et, enfin, je reviens là-dessus. Vous pouvez même faire une matrice, par exemple, et combiner en fait, avoir vraiment une combinaison d'outils très différentes. D'autres exemples de GitHub Action. Donc vous avez du upload artifact, download artifact pour passer un artefact d'une étape à l'autre de votre pipeline. Vous avez GitHub Script. Alors GitHub Script, il est intéressant aussi. Je fais un petit focus dessus. GitHub Script, l'idée c'est de pouvoir écrire un script de façon assez simple pour interagir avec l'API GitHub. Donc, vous allez appeler GitHub Script et dans Script vous allez indiquer, donc ça ressemble, si je viens ici, alors un exemple ici c'est que je vais créer un commentaire. Alors on trigger hop là, sur l'ouverture d'une issue et assez facilement je vais lui dire ok, je vais créer un commentaire en fait sur mon issue en disant ok, merci pour le reporting. Donc ça se fait vraiment en quelques lignes. C'est vraiment simple. Sur tout ce qui est automatisation aussi, vous avez pas mal d'éléments out of the box. Create release, upload release asset, donc vraiment tout l'écosystème GitHub est vraiment facilité et vous pouvez vraiment interagir avec de façon assez simple. Alors, j'ai pas encore utilisé tous ces outils, mais j'en ai utilisé pas mal et c'est vraiment pratique. Et le gros intérêt, c'est que du coup, en fait, vous pouvez proposer votre propre GitHub Action. Et c'est là où, enfin, autant GitHub Action est vraiment intéressant, autant en fait avoir tout l'apport de la communauté, en fait, ça donne un élément, comment dire, un écosystème beaucoup plus important. Alors, vous pouvez développer vos propres GitHub Action. Donc, on va voir un peu comment. Il existe deux types de GitHub Action, soit en JavaScript. Alors, vous pouvez aussi l'écrire en TypeScript, ou une action de type container, donc avec une image Docker. Si vous voulez démarrer, il existe des templates, tout fait, très bien fait d'ailleurs, pour démarrer votre action GitHub. Donc il existe en JavaScript, en TypeScript, en container, il y en a aussi quelques autres avec du HTTP, enfin un client HTTP, donc pas la peine de partir de zéro. Alors j'ai fait un petit focus sur l'action JavaScript. Une action JavaScript, je vais aller voir en fait d'ailleurs si j'ai pas des questions au cas où, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ok, je répondrai à la question à la fin. Qu'est-ce qui fait ton engouement pour GitHub Action versus GitLab CS? Tu as travaillé sur les deux. Oh, tout à fait. Alors, pouf, je reviens ici. Une action JavaScript en fait. Donc une action JavaScript, ça va runner en fait nativement sur votre VM. C'est en parfait pour interagir avec l'API GitHub, mais c'est tout l'intérêt. Vous pouvez interagir avec n'importe quelle API. Alors plutôt pour des actions high level, mais en même temps c'est pas vrai. En fait, toutes les actions de setup, par exemple, fournies par GitHub, sont écrites en JavaScript pour vraiment interagir avec le file system. C'est plutôt ce qui est préconisé, enfin c'est à mon avis. Et donc il existe le template JavaScript Action, mais il est le même en fait avec le TypeScript Action. Il existe
deux librairies npm, actions/core et actions/github. Donc actions/core, c'est pour interagir avec l'API, avec le workflow de GitHub Action. Donc récupérer les entrées, c'était des variables d'environnement, c'était des secrets, ce genre de choses pour vraiment interagir avec le workflow, et actions/github qui permet actions, je corrige, pour interagir avec l'API de GitHub. Et donc l'action de type container, donc basée sur une image Docker plus votre script shell et ce qu'il va faire. Donc c'est vraiment une façon facile de démarrer une GitHub Action. Alors ça ne fonctionne que sur, alors je n'ai pas précisé d'ailleurs, il y a 3 types de hosts. Vous avez du Windows, du Linux et du Mac. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait encore de Mac avec le dernier processeur, justement, le M1, je crois. Donc c'est un peu plus long à démarrer que des actions JavaScript, puisqu'il y a l'étape de build de l'image Docker. Mais vous pouvez interagir. En fait, il y a une API via les stdout pour interagir avec le workflow de GitHub Action. Donc, même chose, vous avez un template, actions/container actions. Ok. Alors, je vais faire le focus sur deux actions pour juste vous donner des exemples, en fait, de GitHub Action. Donc, je les ai prises totalement au hasard, en fait. En fait, c'est juste parce que j'ai contribué dessus. Et donc, je les connais assez bien. Juste pour donner un aperçu de ce qui est possible de faire. La Volt Action, Volt Action qui était donc une action type JavaScript, qui était récupérée par qui était développée par un développeur Richie Coder, qui a développé en fait un client Volt pour aller récupérer donc des secrets dans Volt. Donc j'ai commencé à pas mal l'utiliser, celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est que du coup en fait il avait commencé par une version assez simple, et puis il a eu des contributions dessus. Finalement, l'action est devenue vraiment très complète, et HashiCorp a repris le ownership de ce repo. Alors c'est pour ça que si vous vous souvenez en fait, quand je vous indiquais en fait comment appeler une action GitHub, quand vous renommez un repo GitHub ou quand le ownership change de owner, GitHub fait un redirect sur le repo. Et donc moi je référençais encore l'ancien Volt Action, et ça fonctionnait puisque ça redirigeait automatiquement sur le repo d'HashiCorp. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que au lieu d'avoir du script shell qui peut être complexe à relire, à maintenir, où on fait facilement des erreurs, là vous pouvez aller prendre une action que vous allez incorporer dans votre pipeline très facilement. Vous allez voir le README en fait, et c'est bien documenté. Vous avez vraiment un exemple de comment utiliser cette étape, et vous pouvez l'incorporer facilement. Vraiment, ça prend. Je réponds un peu en avance en fait, mais qu'est-ce qui me fait pourquoi je suis aussi, je vais dire jeu, mais c'est pas le terme, enthousiaste sur GitHub Action, c'est que autant j'ai parfois passé des moments de solitude pour faire des pipelines avec Jenkins ou avec GitHub CI, avec du shell. Là, j'ai vraiment réussi parfois à mettre en place des pipelines très rapidement, parce que en fait, j'ai des GitHub Actions qui sont bien documentés, qui fonctionnent correctement, qui sont testés, et qui fonctionnent correctement. D'ailleurs, sur celle-là, par exemple, il y avait donc déjà des tests d'intégration avec un service Vault qui démarrait. Et alors, pour le petit thème, moi j'avais rajouté en fait, le support des namespaces sur cette GitHub Action. Et donc, vous avez des tests d'intégration qui tournent systématiquement avec une vraie instance Vault, et qui vérifie que
mon action fonctionne correctement. Je ne pense pas que pour les personnes qui ont déjà fait des actions, enfin des étapes de pipeline en shell, est-ce que vous avez déjà mis des tests d'intégration en place sur ces étapes? Alors, moi, je l'ai jamais fait. Si quelqu'un en a fait, je suis preneur. Euh, un autre petit exemple hein, sur lequel j'ai contribué également, en fait, une action qui a été initiée par mon collègue et ami Romain Lespinasse. Alors, c'est une action pareil, qui est toute simple, qui va prendre les variables d'environnement fournies par GitHub et qui va les changer en quelque chose que vous pouvez mettre dans une URL. Pareil, c'est très simple. Enfin, c'est très simple, mais néanmoins, c'est bien fait, c'est bien documenté, c'est testé. Et du coup, vous pouvez prendre cette action et la récupérer. Alors maintenant qu'on a développé notre GitHub Action, bah, quelque part on a envie de la partager en fait au monde entier, on veut que tout le monde la connaisse. Et donc on va la mettre sur le marketplace. GitHub propose un marketplace pour partager ses GitHub Actions. Alors, GitHub fait remonter dans la liste les actions qui ont le plus d'étoiles. Enfin, c'est un critère pour les faire remonter. Donc, n'hésitez pas quand vous utilisez une GitHub Action de mettre lâcher un petit pouce vert. Vous n'avez, pour information, vous n'avez pas besoin. Alors, si vous n'êtes pas obligé de publier votre GitHub Action sur le marketplace, et ça n'empêche pas les autres utilisateurs en fait de l'utiliser. GitHub Action fournit également des actions, enfin comment dire, des workflows, des starter workflows pour démarrer. Donc c'est même un repo. Vous pouvez très bien contribuer sur les starter workflows si vous voulez, et c'est directement intégré dans l'interface de GitHub. Donc c'est très pratique. Alors bien sûr, les clouders en fait s'y sont mis. Donc Google propose en fait, ils ont une organisation dédiée en fait aux GitHub Actions. Donc il y a pas mal. Azure et AWS également on propose. Alors on parlait d'Alibaba tout à l'heure. Je regardais, il y en a quelques-unes, il n'y a pas grand-chose. Il y a un repo également qui est assez connu, c'est les Awesome Actions, qui a démarré assez tôt. Et qui référence plein d'informations. Alors, je vous conseille le Awesome Actions, c'est vraiment pas mal pour faire une première idée de ce qui existe comme action. Je vous le conseille vivement. Alors là, vous allez me dire, mais en fait, les actions, bah, c'est les plugins Jenkins, en fait. Quelque part, enfin, c'est la même chose. Alors, je vais vous dire non. Pourquoi? Alors, la différence... alors, est-ce que je suis dans les temps? Ouais, ça va, il me reste du temps. Quelle est la différence avec Jenkins? Alors, une problématique avec Jenkins, c'est que, alors il y a énormément de plugins, hein, vous pouvez vous interfacer avec plein de choses. C'est vraiment, enfin, c'est une idée absolument géniale. Un inconvénient, c'est que votre plugin Jenkins est attaché à l'instance Jenkins. Et donc, au sein de votre instance Jenkins, vous ne pouvez pas avoir deux versions du plugin installées. Et si vous voulez mettre à jour un plugin, vous êtes obligé de redémarrer Jenkins, ce qui n'est pas non plus très pratique. Alors que du coup, sur GitHub Action, vous pouvez avoir en fait des versions vraiment différentes de vos GitHub Action au sein de votre organisation. Il n'y a pas d'organisation, d'attachement à une instance d'une version, d'une étape. Et vous n'êtes pas limité au Java, vous pouvez développer votre GitHub Action dans n'importe quel langage puisque c'est du Docker. Alors voilà pour pas mal d'avantages. Tiens, j'en profite aussi pour répondre sur GitLab CI. Alors, GitLab CI, le problème est un peu différent. Alors, GitLab CI fonctionne très bien. Alors, dans mon expérience, on avait fait une intégration GitLab CI. Le code était sur GitHub et on utilise GitLab CI pour la CI. Ce qui est pas. Alors,
j'ai vraiment rien contre GitLab CI, mais faire l'intégration de deux outils comme ça différents, en fait, c'est pas terrible, terrible. En fait, c'est pas très pratique. Sinon, GitLab CI fournit en fait plein de fonctions également, en fait, qui sont vraiment très bien, mais c'est vrai que cette intégration, c'était pas l'idéal. Mais effectivement, un inconvénient, c'est que vous n'avez pas cette richesse des plugins qui existent sur GitLab CI. Et quelque part, en fait, partager des pipelines, c'est une bonne idée, mais ça facilite pas toujours la compréhension des développeurs, ça facilite pas non plus la collaboration. Euh, alors, aujourd'hui, sur GitHub Action, les include de librairies n'existent pas, en fait, enfin, pas d'un pipeline complet, en fait, hein, c'est des GitHub Action. Et donc, l'idée, c'est bien de reproduire, en fait, à chaque fois vos GitHub Action de chaque côté. Alors, sécurité. GitHub Action, hein, the S stands for security. Alors, c'est très pratique, mais c'est pas exemple de défaut, notamment au niveau sécurité. On va avoir notamment deux problèmes qui peuvent arriver. The left pad effect. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, en fait, c'était une librairie NPM, en fait, et le mainteneur, à cause d'une autre librairie, en fait, comment dire, enfin, un rage kit, et il a supprimé une librairie leftpad, en fait, qui faisait un tout petit truc, toute petite action, mais qui était utilisée par énormément de librairies. Et du coup, en fait, le monde Node s'est écroulé brutalement. Voilà, qu'est-ce qui se passe si vous voulez consommer une action et que le propriétaire la supprime? Ben, ça fonctionne plus, en fait, hein, ça marche plus. Donc, si l'action est critique pour vous et qu'elle peut être susceptible de supprimer, dans ce cas-là, faites-en un fork dans votre organisation. Pour information, un repo qui est archivé fonctionne toujours. Et sinon, bah, n'hésitez pas à utiliser des actions GitHub de fournisseurs well-known. Enfin, si vous prenez une action qui vient de Google, de Azure, etc., de HashiCorp, je pense que vous n'aurez pas de problème. Un autre problème plus pervers, que se passe-t-il si le propriétaire d'une action change son action pour faire son action plus miner un peu de Bitcoin sur vos runners? Parce que du coup, si vous utilisez une branche ou un tag, parce que rien n'empêche de faire un force push sur un tag, ou si vous utilisez la branche par défaut, et ben dans ce cas-là, potentiellement, en fait, quelqu'un peut miner du Bitcoin à votre insu. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le commit ID. Et dans ce cas-là, vous allez référencer un commit bien précis. Et même s'il y a un force push sur un tag, eh ben, vous utiliserez toujours la même version de votre GitHub Action. Et alors c'est le short ou le long. Et vous pouvez utiliser des PandaBot. Parce que, en fait, une fois que vous utilisez des GitHub Action, c'est bien de les mettre à jour régulièrement. Vous n'avez pas forcément envie de passer votre journée en fait à aller sur chaque repo et voir s'il y a une mise à jour. Et dans ce cas-là, Dependabot est compatible. Et alors, il suffit de configurer en fait Dependabot dans votre répertoire .github. Vous indiquez le package écosystème GitHub Actions et Dependabot va vous faire des pull requests sur vos actions. Je vais me dépêcher. Le checkout. Alors par défaut, quand vous faites un checkout, la configuration Git est faite pour, est authentifiée pour pouvoir faire un Git push par exemple. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez mettre une option persist credentials false pour avoir juste votre repo en mode lecture seule. Il y a une gestion des secrets. Vous pouvez donc, dans vos settings de votre repo, mettre des secrets et ensuite les injecter via le secrets. Le nom de votre secret. Automatiquement, tous les secrets sont masqués dans les logs. Donc c'est pratique. Et vous avez le GitHub token, dont je vous parle tout à la fin, mais vous l'avez déjà vu avant.
Le GitHub Token, c'est un token qui est injecté automatiquement par GitHub Action dans votre pipeline, qui est valide pour une durée limitée, juste le temps de votre pipeline. Pour les pull requests qui viennent d'un repo forké, un token est injecté, mais en mode read-only, donc juste en droit de lecture. Et voilà. Et donc, moi, j'avais cherché en fait au tout départ en fait à remettre mon GitHub token en fait en dur dans les secrets, mais ça ne sert à rien. C'est injecté automatiquement par GitHub Actions. Et voilà, j'ai fini. Je suis à l'heure, je pense. Juste merci aux organisations, à l'organisation, et je vais prendre les questions. Merci Antoine. Tu vas en avez 3 questions encore, hein. Peut-on avoir un pipeline privé à l'échelle d'une entreprise ou d'une BU? Alors, on avait croisé, j'ai oublié son nom, quelqu'un de chez GitHub. Pour moi, c'est pas encore disponible. Pour l'instant, les GitHub Actions doivent être publics. Vous ne pouvez pas avoir de GitHub Actions privé, mais ce serait bien. Je pense que c'est dans leur roadmap, hein. Ça marche. Est-ce qu'il faut voir son code sur GitHub pour utiliser les actions? Bah oui, je pense, oui. Oui, tout à fait. Et dernière question. Alors, je suis sur un tag Git, est-ce possible? Là, je suis... si, c'est possible. On a eu droit sur un repo GitHub, on peut faire un force push sur un tag. Ça marche. Merci Antoine. Merci à l'orga, merci Manu. De rien. J'espère que ça vous a plu aux participants. Je vous n'hésitez pas à donner vos feedbacks à Antoine sur Open Feedback. Sinon, je vous retrouve à 16h40 pour la dernière conférence de la journée. Bonne journée à tous. Bonne fin de journée à tous. Merci. Salut.